Et s'il y avait une vie après la mort? Pas une croyance, mais une enquête. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Alix, ancien reporter de guerre, devenu l'un des plus grands explorateurs de l'invisible. Ensemble, nous allons parler de conscience, de science, de deuil et peut-être de vérité. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la mort. Stéphane Alix, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de t'avoir à mes côtés ici dans ce studio. C'est une chance immense. Bah, c'est génial, ouais, je suis ravi aussi, moi. Merci Merci. beaucoup. On avait eu la chance de discuter déjà ensemble via Instagram, où on avait organisé un live avec nos comptes respectifs pour parler de ton livre et parler surtout de cette question que tout le monde se pose, ou en tout cas beaucoup de personnes. Y a-t-il une vie après la mort? La mort n'existe pas, c'est le titre de ton bouquin. Oui. Alors, ici, sur cette chaîne YouTube et comment est-ce que je fonctionne avec mes invités, on est vraiment dans une discussion libre. Moi, j'ai envie que ce soit comme deux amis qui parlent d'un sujet qui les anime profondément et qui les passionne, ce qui est le cas pour nous deux. On est tous les deux passionnés par ce sujet. Oui. Alors, je voudrais tout d'abord te laisser l'espace pour que tu puisses un petit peu plus nous expliquer et expliquer à ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore qui tu es. Alors, tu as été journaliste de guerre, tu es écrivain, tu as un parcours de vie extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à aborder cette question? Qu'y a-t-il après la mort? Je te laisse l'espace, il est à toi. Bah, écoute, tout simplement parce que j'ai été concerné moi-même. C'est vrai que cette question de la mort, du paranormal, de l'extraordinaire, on se la pose pas souvent. Enfin, peut-être parfois à titre individuel, on peut avoir des curiosités, mais dans la vie courante, on a tendance à pas s'y intéresser. Et puis moi, j'ai perdu un de mes frères dans un accident de voiture il y a 24 ans de ça. Et c'est ce moment qui a vraiment été déclencheur parce que ça, c'était pas une mort normale, c'est une mort inattendue, c'est un accident. C'était en Afghanistan en 2001. Et, euh, et voilà, ce décès a été pour moi le point de départ d'un questionnement que je ne pouvais plus arrêter en fait. Je voulais, euh, je voulais pas forcément avoir des réponses sur qu'est-ce qui se passe après la mort, parce qu'à cette époque-là, je pensais même pas qu'il soit possible de poser une question pareille. Pour moi, c'était du ressort des croyances, des religions, donc je pensais même pas qu'on puisse scientifiquement se la poser cette question. C'est vraiment une succession de rencontres, de découvertes qui ont fait que j'ai commencé à me dire, mais tiens, mais je peux réfléchir en fait avec mes outils de journaliste rationnellement à qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, est-ce que le cerveau est lié au fait qu'on soit conscient ou pas, et voilà, et aujourd'hui j'ai eu accès en fait à ce qui est disponible à toutes les personnes qui s'y intéressent, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de recherches, de livres, d'études qui sont consacrés à plein de phénomènes qu'on qualifie de surnaturels, comme par exemple les expériences de mort imminente. Mhm. Et quand on travaille sérieusement sur ce sujet-là, quand on va rencontrer des chercheurs et des scientifiques qui ont travaillé sur ces sujets-là, on s'aperçoit, et ça, ça a été pour moi le plus déterminant, que toutes nos certitudes s'effondrent. Mhm. On vit dans un monde, enfin peut-être pas ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais la plupart des gens autour de nous vivent dans un monde où on a l'impression de tout savoir, que bah, il n'y a rien dans l'univers, on est tout seul, que la mort, bah, c'est la fin parce que le cerveau s'arrête de fonctionner, donc c'est le néant. Tout ça, en fait, ce sont des croyances. Mais des croyances qui sont tellement imprégnées en nous qu'elles ont l'apparence de certitude rationnelle. Et quand on fait un boulot, moi je suis journaliste, hein, je ne suis pas autre chose, quand j'ai fait mon métier de journaliste pour enquêter avec rigueur et aussi sérieusement que possible sur les expériences de mort imminente ou tous ces sujets-là, bah, progressivement les certitudes s'effondrent et bah non, c'est pas du tout irrationnel de dire que la vie se poursuit peut-être après la mort, c'est pas du tout irrationnel de se dire que peut-être que le cerveau n'a rien à voir avec l'émergence de notre conscience, peut-être que c'est pas du tout irrationnel de se dire que les traditions spirituelles qui depuis des millénaires te parlent d'un monde spirituel, d'un monde des esprits, bah, c'est pas que des croyances de type un peu bonnet au fin fond de la forêt amazonienne, c'est peut-être au contraire des gens qui n'ont pas oublié une connaissance fondamentale que nous avons oubliée. Et ça a été pour moi, ce qui a été le plus impactant, c'est pas tellement des grandes découvertes que j'ai pu faire, c'est plutôt de découvrir l'ensemble des choses qui restaient mystérieuses. Et ça, c'est excitant en tant que journaliste, et puis ça ouvre des portes folles, quoi. Est-ce que la genèse de tout ça n'a pas justement été cette rencontre avec le chamanisme? Est-ce que tout ne découle pas de ça, de ce savoir ancestral
qui est là depuis la nuit des temps, bien avant toutes les religions, bien avant toutes les croyances qu'on connaît de nous aujourd'hui, surtout dans notre société occidentale. Est-ce que c'est pas là qu'on doit vraiment démarrer ces recherches si on veut avoir des réponses? On peut. Moi, dans ma démarche, mon premier réflexe a été d'aller vers ce qui, pour moi, en tant que journaliste à l'époque, étaient les références, c'est-à-dire les scientifiques, que ça soit dans le domaine des neurosciences, de la médecine, de la physique, etc. Donc, je suis allé à la rencontre de ces gens-là, et ça n'est que dans un deuxième temps, quand j'ai découvert que, voilà, par exemple, les expériences de mort imminente, tu sais, les gens Oui. qui ont un arrêt cardiaque ou pas, ou un accident de voiture ou un coma, et qui, plutôt que d'avoir été complètement inconscient, disent bah non, j'étais pas inconscient, je volais au plafond, j'observais la scène. D'ailleurs, je peux donner plein de détails de ce qui s'est passé, et quand on vérifie, les détails sont justes. Euh, Quand on rencontre des témoins comme ça, 1, 2, 10, 100, et qu'on lit aussi les recherches qui sont faites sur le sujet, on s'aperçoit que cette expérience, elle n'a rien à voir avec un rêve, elle n'a rien à voir avec un délire, c'est pas de l'imagination, c'est pas un phénomène de société, c'est un phénomène réel qui impacte et qui affecte énormément les gens, et qui a surtout cette particularité folle, c'est qu'elle ne peut pas s'expliquer, cette expérience ne peut pas s'expliquer par un dysfonctionnement du cerveau. Parce que précisément, le cerveau ne fonctionne pas bien, ou plus du tout, au Mhm. moment où ces gens la vivent, et vivent l'expérience, et vivent surtout une expérience d'une extrême grande intensité, avec parfois un élément vérifiable, et ça pour moi c'était vraiment important, quand ils disent être sortis de leur corps et avoir observé ce qui se passait dans la pièce, ou éventuellement dans un environnement plus vaste, et qu'on vérifie ça, bah c'est juste. Mhm. Quand Mais dans le quelqu'un... livre, tu expliques justement le cas de ce patient qui n'a plus son dentier et Oui, qui le cherche et qui parvient à montrer l'infirmière qui avait mis sur un plateau son dentier et que ça, c'était quasiment impossible parce que tu expliques que la personne était, si je ne me trompe pas, dans un état déjà de mort cérébrale à non, non, elle son... était dans un état de coma. Mort Ah non, cérébrale, oui, non, c'est en état de irréversible. coma, mais on a des cas de personnes qui sont proches de cet état de mort cérébrale et qui ont quand même des souvenirs et des choses comme ça, Ah mais alors que oui, normalement c'est impossible. ah mais t'en as C'est ça, des, hein? t'en as des milliers, t'en Oui, as des oui, milliers. oui. Les différentes études montrent qu'entre 15 et 20% des gens qui ont un arrêt cardiaque, donc il y a des millions de gens qui ont Oui. eu un arrêt cardiaque depuis qu'on peut les ranimer, et 20% de ces gens-là rapportent avoir eu une expérience de mort imminente. Donc ça fait des centaines de milliers de personnes qui ont vécu ça à un moment où il faut savoir que quand ton cœur s'arrête, la pression sanguine tombe à zéro assez rapidement, et au bout de 15 secondes, ton cerveau il est plus oxygéné, il est plus irrigué, il n'y a plus d'activité aucune dedans. Il y a juste une espèce d'activité résiduelle qui permet que les cellules ne meurent pas. Et les cellules vont mourir au bout de 4-5 minutes s'il n'y a vraiment aucune réanimation qui est faite. Et là, les cellules explosent, et là, c'est la mort irréversible. On ne revient pas de Mhm. cet état-là. Mais pendant cet état entre l'arrêt cardiaque et la mort irréversible, c'est ce qu'on appelle l'état de mort clinique. Là, on peut ramener les gens, mais le cerveau ne marche pas. Oui, c'est ça. L'énergie qui reste très résiduelle dans les cellules, ce n'est pas une énergie qui permet de fabriquer une expérience de conscience. C'est une énergie qui permet juste à la cellule de ne pas mourir. Donc, il y a des gens qui disent oui, mais ces expériences de mort imminente, il reste quand même un peu de jus dans le cerveau, c'est ce qui les explique. Pas du tout, ça c'est faux. La science te permet d'affirmer ça. Et effectivement, quand ces gens, tu parles du cas du dentier, mais il y a plein de cas comme Mhm. ça où des gens, dans cet état, où on a précisément l'état de leur fonctionnement cérébral et cardiaque, et on sait qu'il est à zéro, rapportent avoir eu des expériences où ils ont vu des gens dans le couloir d'à côté, ou une chaussure sur le toit de l'hôpital dans lequel elles étaient opérées, alors que la chaussure elle est invisible depuis la route. Moi, je me souviens d'un cas qui m'avait beaucoup marqué. C'était un monsieur qui était âgé quand je l'ai rencontré, qui s'appelait Jean, qui avait vécu une expérience de mort imminente en 1949 en se tirant une balle à blanc accidentellement dans la poitrine. Il était en manœuvre, il était appelé à cette époque-là. Donc il a été conduit à l'hôpital, mais le temps qu'on l'amène depuis le champ de manœuvre jusqu'à l'hôpital, il est tombé dans le coma. Il est arrivé dans le coma, à l'hôpital complètement inconscient dans le coma. On a cherché un chirurgien, on a tenté une opération pour le sauver, ça a duré très longtemps. Et lui, pendant ce moment, au moment où il était sur son corps était sur la table d'opération, pouf, il a repris conscience, il était au plafond, et il a observé toute la scène, il a observé, mais à la fois avec cette particularité que les gens décrivent, c'est-à-dire que ce n'est pas une vision comme là, je te vois toi, je vois la scène d'une certaine échelle, mais l'expérienceur de mort imminente peut voir à la fois une scène d'ensemble, mais voir aussi des micro-détails, aller voir ce qui se passe en dessous, etc. C'est comme s'il avait une vision globale d'une scène. D'accord. Et Jean, à son plafond, voyait à la fois le chirurgien en train de batailler sur son foie, en train d'enlever les écharpes de bois, parce qu'il avait la poitrine et tout ouvert, et il voyait aussi des petits détails, et notamment
une inscription sous la table d'opération avec une plaque qui marquait armes et cycle de Saint-Étienne. C'était la marque de fabrication du truc opératoire. Ça, c'était caché sous un champ, c'était complètement invisible, même pour le chirurgien qui était conscient dans la pièce. Il a vu ça, il a commencé à traverser un mur. Donc là, il avait l'impression de voir même la texture des graviers, des cailloux et du mortier qu'il y avait dans le mur de l'hôpital. Il sort, il est dans le couloir extérieur, il voit une dame en train d'attendre sur un banc dans le couloir extérieur, il continue à se promener, il sort à l'extérieur de l'hôpital, il voit un garage à vélo, il voit tout un environnement. Et quand il réintègre son corps, c'est comme s'il était aspiré à l'intérieur de son corps. Et là, il m'a dit, c'était terrible parce que j'étais dans une espèce de bien-être total. Et tout d'un coup, je suis réintégré, réaspiré, comme dans une combinaison de plongée froide. Tu sais, que tu remets Ouais. après. C'est désagréable. Et puis là, il reprend la douleur, Ah oui. il rentre dans son corps. Oui. Et il sort de l'opération. On a réussi à le sauver. Pendant une semaine, il ne peut pas bouger de son lit d'hôpital parce qu'il est très douloureux, mais il n'a qu'une hâte, c'est de sortir pour se pencher à la fenêtre, voir si ce qu'il a vu dans son rêve correspond à quelque chose de réel. Et au bout d'une semaine, il a suffisamment de force pour pouvoir se lever, il approche de la fenêtre et là, il voit le garage à vélo et exactement tout ce qu'il a vu. Ça lui donner un peu de courage pour en parler au médecin qui est venu le visiter. Et il lui dit, écoutez, docteur, j'ai fait un rêve pendant l'opération, j'ai vu ça, j'ai vu tout ça. Le médecin lui dit, bah, c'était en 49, donc Oui. on ne parlait pas d'expérience de mort imminente à cette époque-là. Le médecin lui dit, non, non, mais vous inquiétez pas, c'est un rêve, vous étiez shooté, c'est normal. Non, non, mais je vous ai vraiment vu, je vous assure. Et j'ai même vu d'ailleurs sous la table d'opération cette plaque avec marqué armes et cycle de Saint-Étienne. Donc là, le médecin, il est un peu dubitatif, il sort, il va dans le bloc opératoire et il revient 2 secondes après, blanc comme un linge. Vous savez, comment vous savez ça? Et Jean, bah, il savait ça parce qu'il est sorti de son corps à un moment où il était dans un coma profond, quoi. Et des cas comme ça, moi, je me suis attaché à ça parce qu'en tant que journaliste, là, tu as vraiment une prise pour vérifier. Vérifier, est-ce que la personne a décrit des choses très vagues ou au contraire, elle a décrit des détails précis qu'elle n'aurait absolument pas pu connaître comme ça. Alors, une fois, tu peux dire, bon, c'est une coïncidence, c'est un hasard. Mais quand tu collectionnes les témoignages et les faits et que tu t'aperçois que des témoignages, il y en a par centaines que tu peux vérifier avec des données médicales, avec toutes les preuves qui attestent que cette personne était vraiment totalement inconsciente, dans le coma ou autre, euh, bah là, ça s'explique plus, quoi. Ça Mhm. s'explique plus selon nos critères. Et ça veut dire, la conclusion la plus évidente de ça, ça veut dire il y a quelque chose au fond de nous qu'on peut appeler la conscience fondamentale ou l'âme, peu importe ton envie, qui n'est pas lié à l'activité du corps. Et qui, au contraire, quand le corps et le cerveau commencent à cesser de fonctionner et s'éteindre temporairement, cette conscience fondamentale, cette âme, se réveille et capte et voit et observe des choses avec une capacité cognitive dont on ne dispose même pas là maintenant, nous, en état de conscience normale. Mhm. Il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose au fond de nous qui est cette... enfin bon, je m'emporte, Oui, j'en parle non, en mais détail, c'est mais c'est... passionnant. Je veux dire, moi j'ai fait mon boulot correctement et même, je dirais de façon encore plus rigoureuse que je pouvais le faire quand je travaillais Oui. sur le terrorisme ou la guerre en Afghanistan ou ailleurs. Parce que là, ce sont des faits et voilà. Mais Voilà. là, il faut aller creuser et chercher bien plus loin Et que des faits. le fait que mon frère soit mort, ça m'obligeait à être encore plus exigeant que je l'aurais été si j'avais simplement travaillé sur ce sujet-là comme ça. Ça m'obligeait à être rigoureux, à être dans le doute permanent. Et c'est en faisant ce travail d'enquête, de doute permanent, que je suis arrivé à, à découvrir en fait qu'une partie des scientifiques qui s'intéressent à ces phénomènes-là posent aujourd'hui l'hypothèse que la mort n'existe pas. C'est pas un titre provocateur, c'est Non, non, bien vraiment sûr. pour moi le constat objectif de ce que l'on peut faire quand on fait une enquête sur ces questions-là. Parmi toutes ces recherches que tu as fait durant toutes ces années, est-ce qu'aujourd'hui, tu as peut-être des réponses sur ce qui se passe plus loin que dans cet état, par exemple, de mort imminente où on peut vivre encore une expérience, où on peut se voir, où on peut voyager? Qu'est-ce qui se passe encore au-delà de ça? Que disent les recherches? Que disent les chamans? Que disent toutes ces personnes incroyables que tu as rencontrées dans ton parcours, qui ont diverses croyances et religions aussi? Est-ce que tu es arrivé à une espèce un peu de conclusion en prenant tout ce qui faisait sens pour toi? Qu'est-ce qui pour toi se passe une fois qu'on est mort? Alors c'est une question qui évidemment m'a obsédé et Oui. sur laquelle j'ai trouvé un certain nombre de réponses. Et
Je dirais que la science m'a permis d'attester que notre conscience ou une partie de notre conscience survit à la mort. Mais la science est aujourd'hui en grande difficulté de t'expliquer ce qui se passe après, parce qu'on ne peut pas mesurer, on peut uniquement questionner les témoins qui sont revenus, valider de façon statistique leurs témoignages, mais ça reste toujours assez sommaire en fait. Mais là, en revanche, des traditions spirituelles comme le chamanisme que tu évoquais, ou comme les traditions tibétaines, par exemple, qui nous ont amené le livre des morts tibétain, qui est un texte qui date du 8e siècle et qui explique précisément ce qui se passe après la mort, permettent d'avoir un regard peut-être un peu plus précis sur ce chemin où le, le corps lâche, le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête, pouf, et on se réveille. Un lama tibétain m'avait dit, si vous voulez savoir ce qui se passe après la mort, regardez ce qui se passe dans vos rêves. La mort ressemble au monde de rêve. Ok. Euh, alors c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour certains qui font des cauchemars toutes les nuits, mais c'est vrai et partiellement vrai. En fait, si tu veux, là, toi, moi, ceux qui nous écoutent, on fait l'expérience d'une réalité dense, matérielle, qui ne bouge pas, qui n'est pas volatile. Tu vas pas te disparaître dans une fraction de seconde, ton corps va pas changer de forme. On est dans quelque chose d'extrêmement stable. C'est vraiment ce qui caractérise la réalité matérielle dans laquelle nous vivons et dans laquelle on peut faire l'expérience de dizaines d'années, voire oui, enfin, en général de dizaines d'années de vie. Le, dès, dès qu'on réentre dans cet espace de la conscience fondamentale, cette stabilité, elle est plus là. C'est-à-dire que ce qui alimente nos pensées inconscientes ou nos pensées conscientes, va être créateur instantanément de la réalité qui nous apparaît. C'est ce que décrit très très bien d'ailleurs le livre des morts tibétain. Enfin, c'est pas une bonne traduction. Le Bardo Todol, c'est plus le livre de l'écoute dans les états intermédiaires. C'est la traduction littérale du Ok. mot. Mais voilà, le livre des morts désigne précisément ça. C'est-à-dire que c'est un texte qui t'explique que après la mort, il ne faut pas que tu t'effraies de voir ce qui va apparaître. Ça peut être ils décrivent des entités courroucées, ils décrivent des déités, ils décrivent un certain nombre de choses. Ils disent que quoi qui t'apparaisse, c'est une forme de projection de de ton espace inconscient. Mhm. Là, tu vois, dans cette pièce dans laquelle on est, tout existe en soi-même. Enfin, c'est ce que ça nous donne l'apparence, même si dans l'hindouisme, on va te dire non, tout est aussi une illusion. Mais Mhm. là, on fait quand même l'expérience d'une réalité à peu près stable, enfin quasiment stable, qui ne va pas changer. De l'autre côté de la mort, tout va être fragile, tout va être évanescent, tout va passer d'une scène à une autre. Tu vas, je sais pas, souvent des expérienceurs de mort imminente te disent ça, j'étais au-dessus de mon corps, je voyais l'équipe médicale en train de me soigner, puis tout d'un coup j'ai pensé à ma grand-mère qui habite à 800 km, et hop, instantanément je suis dans la pièce avec ma grand-mère, comme si j'avais fait le voyage sans même m'en apercevoir. La pensée est créatrice. On dit souvent ça ici dans notre réalité à nous. Ouais. C'est dur de constater combien notre pensée est créatrice, mais dans le monde de la conscience fondamentale, notre pensée est instantanément créatrice. Et c'est pour ça d'ailleurs que des traditions spirituelles, que ce soit du chamanisme, la méditation bouddhiste ou d'autres, notamment dans l'hindouisme, que je connais bien, t'invitent à travailler sur ton inconscient, non pas pour des questions morales, mais pour une question extrêmement pratique, c'est-à-dire que plus tu te connais, plus tu sais ce que ton inconscient peut fabriquer comme image, plus tu vas être dans une capacité de maîtriser et de naviguer confortablement dans ce monde de la conscience. Si tu n'as jamais travaillé sur toi, si pour toi tu préfères te dire que tous tes problèmes personnels qui te font parfois vivre des situations inconfortables dans ton existence, tu dis je m'en fous, c'est pas grave, je verrai ça plus tard, au moment de la mort, tu risques d'être assez envahi par ça, par ces dossiers non réglés en fait dans ton existence qui vont provoquer des hallucinations, provoquer des images, provoquer peut-être des situations un peu effrayantes ou autres. Euh, je précise quand même que c'est pas nécessairement effrayant après la mort, c'est même pas du tout ça d'habitude. C'est juste que tu peux être un peu comme dans un rêve et voir surgir dans un rêve quelque chose qui va être inconfortable, alors que ce rêve est extrêmement apaisé, calme et lumineux. Mhm. C'est, on va être les créateurs de notre réalité de façon beaucoup plus affirmée de l'autre côté. Est-ce que cette conscience dont tu parles est celle qu'on va retrouver par exemple dans des rêves lucides ou dans des cas de sortie de corps de notre vivant? Parce que moi j'ai discuté
de ça avec, justement un jeune scientifique belge qui s'appelle Stéphane Carapat, qui est extraordinaire et qui est à l'université de Liège, ou que tu connais bien puisque c'est là aussi où ils font plein d'études sur les cas de mort imminente. Ah oui, le Hem Coma Science Group. oui, Ouais. exactement. Et lui, travaille vraiment sur tout ce qui est rêve lucide et sortie de corps. Et donc il a vraiment des techniques bien précises pour pouvoir arriver dans cet état. Moi, j'ai expérimenté une seule fois une sortie de corps, ce qui est quand même vraiment très, impressionnant, à vivre et en même temps extraordinaire. Est-ce que tu penses que c'est notre conscience qui, du coup, est capable, de quitter ce vaisseau qui nous permet de vivre dans la matière, et de justement expérimenter ce qu'on pourrait expérimenter dans la mort? C'est exactement ça. OK. Il faut vraiment te figurer la conscience fondamentale comme quelque chose qui est complètement imprégné à nos cellules, à notre organisme physique, mais qui n'en dépend pas. Mmh. Sauf que cette conscience fondamentale, elle est complètement inhibée par l'activité de notre cerveau. Notre cerveau, dès les premières secondes de sa création, pendant la gestation et puis après la naissance, se développe et devient une machine dont le but est de faire de toi un être humain adapté à cette réalité. On est des mammifères à la base, des mammifères qui doivent euh, anticiper les situations pour ne pas être bloqués dans une situation qui pourrait être dangereuse. Nous, a priori, aujourd'hui, on vit dans un univers qui est plutôt sécurisé, mais il y a 20, 25, 30 000 ans, il fallait qu'on se méfie fondamentalement de notre environnement. Il pouvait y avoir un loup, il pouvait y avoir un tigre, il pouvait y avoir des choses. Donc notre cerveau, en fait, a appris à traiter l'information et à créer des modèles pour anticiper toutes les situations qui pouvaient se présenter. Je te prends un exemple, la vision, l'image qui s'imprime dans ton cerveau quand tu observes une scène n'est pas produite par la scène elle-même et par l'environnement extérieur. Elle est produite à 80% par tes souvenirs, par ton interprétation. D'une certaine manière, la vision, c'est une hallucination. Pourquoi? Parce que si par exemple dans ce studio apparaissait un tigre, euh, dont je voyais uniquement une ombre ou un petit bout dans un coin de la pièce, mon cerveau va immédiatement voir un tigre en construisant un tigre à partir de petits éléments qui peuvent être un tigre ou qui peuvent être complètement autre chose. Sauf qu'en ayant halluciné ce tigre avant qu'il apparaisse potentiellement, j'ai au moins la possibilité de foutre le camp et de sauver Ouais. ma vie. Donc notre cerveau, c'est une machine qui anticipe en permanence et ce processus d'analyse, c'est comme un ordinateur qui fonctionnerait et qui traiterait des millions et des millions d'informations à chaque seconde. Ce travail-là écrase complètement notre conscience parce qu'au plan de la survie dans le monde matériel dans lequel on est, ces dimensions de la conscience ne servent à rien et elles sont complètement inhibées et écrasées. Donc dans notre vie courante, dans notre activité, dans notre vie de veille, de travail, social, etc., notre cerveau maintient un rythme soutenu d'activité qui fait que on est coupé de nos intuitions, on est coupé des dimensions invisibles de la conscience, mais elles sont accessibles euh, dès lors qu'on leur laisse un peu de place. Donc le sommeil est un espace assez lent où on peut commencer sans s'en rendre compte bien sûr, à altérer le changement, enfin l'activité cérébrale C'est ça. qui va provoquer peut-être des failles qui permettent à la conscience de mieux s'exprimer. Mmh. Bien que pendant les phases de sommeil, on a observé que le cerveau fonctionnait plus. Donc il y a des phases de sommeil où quand on rêve, on est vraiment uniquement dans du jus de cerveau qui fabrique de l'image et qui fabrique des choses. Mais il y a aussi des moments pendant le sommeil où là le cerveau est en baisse d'activité et là on peut supposer que c'est des moments où on va avoir des expériences qui se rapportent plus de ce que certaines personnes appellent des songes plutôt que des rêves, c'est-à-dire des connexions avec des dimensions invisibles de la réalité. Tu parles de sortir du corps, voilà, il y a des techniques qui permettent aussi d'induire à travers un travail sur l'activité cérébrale ou d'autres outils qui vont permettre d'induire ce changement d'activité cérébrale qui va permettre, là encore une fois, à la conscience de sortir un petit peu. Moi, j'ai été frappé par des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, notamment, qui, après cette expérience de mort imminente, semblent avoir développé des capacités extrasensorielles plus marquées. Et c'est comme si euh, cette expérience de mort imminente, ayant eu un tel impact psychique sur eux, avait créé des petites failles, des petites déchirures dans cette enveloppe, dans cette forteresse dans laquelle on vit. Et ces failles ne se referment pas après l'expérience. Et à travers ces failles, bah, ça permet tout d'un coup d'être plus en relation et d'avoir la capacité que cette conscience fondamentale puisse capter des choses. Donc, dès lors qu'on crée un espace, soit accidentellement,
soit de façon dramatique dans un cas de coma ou Mmh. d'arrêt cardiaque, soit de façon travaillée et cultivée à travers la méditation par exemple. Dès qu'on crée des petits moments de pause dans notre cerveau, on se réouvre à cette conscience fondamentale. On se réouvre à son langage qui pour moi est le langage de l'intuition. L'intuition, c'est clairement notre âme qui nous parle. Notre âme qui a accès à des ressources, qui a accès à des informations, qui a accès au futur, au passé, qui a accès à n'importe quelle chose à distance. Notre âme, elle est connectée à l'entièreté de la réalité. Sauf que notre cerveau nous a enfermés et a coupé cet accès à notre âme. Moi, j'ai vu, récemment, alors je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais je trouve quelque chose d'extraordinaire, dont, Stéphane justement, dont je te parlais m'a fait part, Stéphane Carapate, hem, qui a été observé, notamment aux États-Unis, où ils ont pu remarquer avec des enfants ou des personnes, non verbales qui sont atteints, d'autisme par exemple, qu'ils avaient cette capacité à communiquer avec leurs parents, par la pensée. Mhm. Donc le parent, lui, ne capte évidemment absolument pas ce que l'enfant pense, mais l'enfant pouvait communiquer par exemple avec des tablettes en appuyant sur certains mots. Il ne peut pas parler, mais ils ont fait des expériences scientifiques où ils ont séparé le parent de l'enfant en donnant des papiers avec des indications, etc. Et l'enfant, dans une autre pièce, était totalement capable d'écrire sur la tablette ce que le parent était en train de lire sur un papier de l'autre côté. Je ne sais pas si tu as entendu Oui, j'ai parler de ça. entendu. Je trouve ça extraordinaire. Et surtout, moi, ce qui m'a subjuguée dans ces recherches-là, c'est que ces enfants parlent d'une espèce de source dans laquelle ils sont capables de se rendre, en tout cas dans laquelle leur âme ou leur conscience est capable de se rendre et de rentrer en discussion avec d'autres consciences. Et donc on a des cas d'enfants autistes qui se connaissent en étant dans des états différents, en n'ayant jamais eu de contact ni physique ni verbal entre eux. Et puis quand ils pouvaient décrire la personne avec qui ils discutaient dans cette source dont ils parlent, on a pu retrouver, ah, c'est tel enfant Ah ouais. qui est, qui est dans telle famille. Et puis en fait, les enfants se retrouvaient et pouvaient donner des informations les uns sur les autres sans n'avoir eu jamais aucun contact. Donc, est-ce que ces personnes-là ont justement développé ou ont des failles de par leur atypie? C'est exactement ça. Oui, Nous, on est normaux, entre oui, c'est guillemets. ça. Donc nous, on est enfermés dans notre bulle qui nous sépare les uns des autres. Normaux et en même temps très handicapés puisqu'on n'a pas accès Bienvenue sur à Terre. tout ça, oui. Bienvenue C'est sur vraiment ça. Terre. Effectivement, cet enfermement nous sert à être équilibrés et plus ou moins heureux dans cette vie, mais nous coupe effectivement de toutes ces dimensions. Et les personnes atteintes d'autisme, que ce soit des personnes non répondantes ou des savants même, Oui, les deux spectres de l'autisme, ou d'autres pathologies psychiatriques, sont toutes des espaces où une faille dans l'activité cérébrale, des problèmes de l'activité cérébrale, conduisent effectivement à une ouverture sur des plus grandes dimensions de la conscience. Moi, j'ai interrogé des centaines de psys me racontant des histoires extraordinaires et incroyables avec des psychotiques, avec des schizophrènes, avec des personnes qui ne sont pas fonctionnelles, sont dans une grande souffrance, hein, c'est pas un cadeau non, d'être comme bien ça, sûr. mais de par la souffrance et de par la fragilité à avoir une structure du moi et égotique stable, un effet secondaire de ça, c'est d'avoir une plus grande perception et perméabilité au monde extérieur. J'ai, je me souviens d'un psy qui me disait, mais j'avais un patient schizophrène qui passait le week-end en salle d'isolement. Il me racontait tout ce que j'avais fait le week-end avec ma femme alors que j'étais pas à l'hôpital, comme si lui, il m'avait observé tout le week-end. Pourquoi? Parce que nous, on est étanche un peu. On est étanche, c'est ce qui concourt à notre stabilité psychique et psychologique. Mais les gens qui souffrent de cette instabilité psychique ont une forme de porosité au monde extérieur. Porosité à ce qui émane des gens qui les entourent, mais porosité à l'ensemble de ce monde-là. Et les médiums, c'est ça. Les médiums, c'est des gens qui ont cette fragilité, cette porosité psychique, mais qui parviennent, de par des raisons qui sont à explorer, à ne pas en souffrir et à pouvoir maîtriser un petit peu ça. On dit souvent que le chaman, c'est quelqu'un qui est un peu comme un fou, sauf que lui, il arrive à faire l'aller-retour entre cet espace de folie et son espace de normalité. Alors que le psychotique, lui, n'arrive pas à faire l'aller-retour et n'arrive pas à revenir à cet espace de normalité. Et donc, c'est une souffrance permanente.
Cette idée, elle est importante. C'est vraiment pour moi un des nœuds et une des clés de compréhension de la nature de cette conscience fondamentale. Heu, elle existe, elle est là, au fond de nous existe une sorte d'antenne en contact avec la totalité de la réalité, mais dans le cadre de notre vie incarnée sur cette terre, si on n'a pas un cerveau et un corps qui enferment et qui structurent bien, cette personnalité, cette identité qui nous porte, ça peut générer beaucoup de souffrance. L'accès au monde spirituel n'est pas forcément un cadeau, c'est pas Mmh. forcément facile. Je connais un certain nombre de médiums qui, parfois ont eu des moments difficiles dans leur vie parce qu'ils avaient des problèmes à maîtriser justement leur ouverture ou leur fermeture à ces autres dimensions. Euh, mais c'est aussi ce que tu évoques, et j'ai lu pas mal d'études, il y a une psychiatre, enfin il y a plusieurs psychiatres que je connais qui ont travaillé justement sur ces perceptions extrasensorielles de personnes atteintes d'autisme Mmh. qui sont complètement avérées, mesurées Oui, et tout à fait. démontrées. Et c'est ça qui est assez fou parce que j'ai, l'impression qu'aujourd'hui et tu pourras tout à fait nous le dire, est-ce que tu trouves qu'il y a une plus grande ouverture d'esprit par rapport à tout ça qu'il y a 20 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être aussi grâce aux réseaux sociaux, on a accès à des informations ou via YouTube, des cas, qui sont traités de manière publique que les médias classiques de l'époque n'auront jamais traités parce que voilà et qu'aujourd'hui, bah, par exemple, moi, j'ai eu accès à cette vidéo YouTube où on voit cette psychiatre et cette scientifique qui étudie ces cas d'enfants autistes et tout ça. C'est des choses qu'on n'aurait peut-être jamais vues dans les médias classiques à l'époque, mais aujourd'hui, grâce à internet, on a aussi cette possibilité d'avoir accès à des informations et est-ce que tu penses que dans les années à venir, on va voir une évolution par rapport à tout ça est-ce qu'il va y avoir un changement de conscience chez les gens, au sujet de la conscience ou de la vie après la mort, Est-ce qu'il y a une évolution qui se fait, depuis plusieurs années? Oui, j'en suis convaincu. Moi, je vois, je pense il y a plus de nuances qui est aujourd'hui ouvertement exposée sur ces phénomènes extraordinaires. Je pense qu'effectivement, il y a 20 ans ou 30 ans, dès lors que tu parlais de ces sujets, c'était immédiatement taxé de paranormal, surnaturel, avec un a priori extrêmement négatif, et c'était blanc ou noir, c'était faux ou vrai. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même il est plus difficile pour des gens sceptiques de tenir cette position, de dire tout ça c'est des bêtises. Parce que ça ne tient pas la route. Comme tu dis, il y a quand même trop de témoignages, il y a trop d'informations. À côté de ces témoignages et de ces choses que l'on voit sur le net, il y a aussi de la recherche derrière. Il y a quand même des équipes qui travaillent sur ces sujets. Il y a des gens qui publient des articles scientifiques, il y a des psys notamment qui s'intéressent, bah, pour le cas des personnes atteintes d'autisme, et qui, à force d'observer ces phénomènes et de les étudier, publient et apportent de l'eau au moulin. Donc l'espèce de systématisme, de refus, non, non, tout ça c'est des bêtises, j'y crois pas, ça tient plus trop la route. Et les gens qui ont cette attitude-là montrent vraiment leur caractère complètement irrationnel, au contraire. Peut-être que les gens ont aussi moins peur d'en parler aujourd'hui, moins peur de Oui, paraître fou ou de se dire: «Bon, bah, si j'en parle au travail, on va me traiter, de folle alliée parce que j'ai eu tel ou tel phénomène chez moi à la maison ou je suis rentrée en contact avec quelque chose d'inexplicable». Moi, je voyais notamment sous cette fameuse vidéo YouTube dont je parle, j'ai été regarder un petit peu les commentaires qu'il y avait en dessous pour voir ce que les gens disaient et j'étais, hallucinée de voir le nombre de commentaires de parents qui témoignaient et qui disaient: «Ah mais moi je vis cette situation avec mon enfant depuis, 5, 10 ans, 2, 3 ans» ou des parents qui disaient: «Mais merci en fait je viens de comprendre, que mon enfant en fait, arrive à capter des choses chez moi» et moi je me disais: «Mais c'est impossible, comment est-ce qu'il sait ça?» ou «Comment est-ce qu'il peut avoir accès à des informations que je n'ai même pas verbalement données?» et donc vraiment des situations qui faisaient sens à des familles qui étaient, émerveillées dans l'espace commentaire et qui disaient: «Mais en fait je viens de comprendre ce qui se passe chez nous à la maison, et tout fait maintenant sens et j'avais juste peur d'être complètement folle et j'osais pas en parler» et donc il y a une libération aussi de la parole qui se fait, oui, à ce niveau-là. oui, oui. Mais c'est ce qui anime aussi mon travail, moi, depuis 20 ans que je m'intéresse à ces questions-là, et en tant qu'écrivain, mais en tant que fondateur de l'INRES aussi, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est permettre qu'une parole se libère et que euh, des expériences comme ça puissent être partagées, parce que au final, au-delà du caractère un peu incroyable et spectaculaire de certaines expériences, c'est aussi des ressources.
c'est aussi des ressources. Quand tout d'un coup un enfant atteint d'autisme, qui est non répondant, qui est enfermé dans sa bulle, tout d'un coup tu t'aperçois qu'il peut y avoir des passerelles d'échange avec lui, des passerelles de dialogue à travers des techniques comme la psychophanie ou autres. Ça crée quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture d'un lien et ça ne résout pas une problématique pathologique, mais ça permet quelque chose qui est de l'ordre de la communication, de l'apaisement, de la compréhension de ce que vit peut-être cet enfant. Si cet enfant était incapable d'exprimer quoi que ce soit, il va pouvoir l'être à travers ces techniques-là. Dans le cadre du deuil, par exemple, les expériences qu'on appelle de vécu subjectif de contact avec un défunt, c'est-à-dire ces sensations que des personnes en deuil peuvent avoir dans les jours, les heures ou les semaines qui suivent un décès, une sensation de présence, des sensations que le défunt te touche Oui. l'épaule Mmh. ou te souffle ou tu peux même le voir apparaître. Ces expériences de VSCD, elles concernent plus de 50% des gens en deuil. Ça représente un nombre faramineux de gens. Et ça, comment est-ce que Et tu l'expliques, ces expériences-là? bah, Comment est-ce qu'on peut, ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui l'expliquer? imagine que le plafond s'écroule et que je meurs là. Je pense que ma première priorité, ça va être d'aller dire à ma fille que ça va, ça Oui. va. Et je pense que ces expériences de VSCD s'expliquent la plupart du temps. Elles n'arrivent pas, c'est pas une expérience qui se reproduit beaucoup, c'est une expérience qui va être spontanée, qui va arriver une fois ou deux, Oui. comme si le désir, mais ça paraît d'une telle évidence, comme si le désir le plus brûlant de la personne qui vient de mourir était de venir rassurer ses proches. Mmh. J'ai le cas, c'est drôle, j'en parle dans le livre, je raconte cette histoire. J'avais des cousines éloignées que j'avais jamais rencontrées de ma vie, mais qui avaient une propriété dans la banlieue parisienne où mon père avait passé beaucoup de temps quand il était enfant, avant-guerre. Donc ça remonte à très longtemps. Et ces cousines vendaient leur maison et ont pris contact avec moi en me disant: si vous voulez visiter cette maison avant qu'on la vende, c'est le moment parce qu'elle va plus être là. Donc je suis allé voir cette maison, j'ai rencontré une de mes cousines que j'avais jamais rencontrée et on visite la maison et elle me dit: «Bah oui, notre maman est morte là, dans la pièce d'à côté et bah, d'ailleurs à vous, je peux peut-être le raconter parce qu'il nous est arrivé un truc bizarre, leur maman était alitée et hospitalisée à domicile dans la grande pièce du salon et puis elle est morte à 20h. Ma cousine et sa sœur sont venues à son chevet et puis elles ont voulu rester, dans cette maison. Elles ont voulu surtout que leur maman reste dans cette maison-là et pas l'emmener à la morgue ou au funérarium tout de suite. Donc elles sont restées dans la maison, elles ont prié, elles sont recueillies devant leur maman décédée. Et puis à un moment de la nuit, vers 2-3 heures du matin, elles sont allées toutes les deux dans la cuisine, qui est une pièce séparée, et elles ont commencé à se préparer une tisane. Et puis une de mes cousines faisait chauffer l'eau, l'autre était à côté en train de préparer les tasses. Et puis d'un coup, elles sentent une sensation de présence et elles se retournent et leur mère est là, un peu volant, survolant au-dessus du sol, en train de danser, extrêmement joyeuse. C'était une très vieille dame qui était perclue de douleur pendant les dernières années de sa vie, mais là, elle explosait de joie. Elle est en train de danser le Charleston. Et ça n'a pas duré une fraction de seconde, ça n'a pas été un flash, ça a duré plusieurs longues minutes. Et c'est extrêmement long quand Oui, bien on sûr. vit une expérience Oui. comme ça. Et mes cousines se regardent, elles se disent: tu vois ce que je vois? Bah oui, elles dansent le Charleston. Enfin, elles ont même pu interagir et vérifier qu'elles avaient toutes les deux la même vision. Et puis au bout d'une ou deux minutes, voilà, la chose s'est évaporée et hop, ça a disparu comme si ça n'avait pas été présent. Et voilà un exemple de VSCD assez fort, typique. Une maman qui veut juste, quelques heures après être passée de l'autre côté, dire mais c'est géant, en fait, ça va super bien. Et ça, tu l'as dans les récits d'expériences de mort imminente. Beaucoup de gens qui vivent cette expérience-là sont assez stupéfaits de s'apercevoir à l'extérieur de leur corps. Quand ils comprennent que ce qu'ils voient en dessous, bah, c'est eux en train de mourir et qui est mort, ils se disent: bon, bah, je suis mort. Ils disent souvent: ah, j'ai envie de prévenir que je suis là. Ils disent: je passe ma main, mais j'ai passé ma main à travers l'infirmière et visiblement je ne peux pas la toucher. Donc il y a vraiment ce désir, mais bon, encore une fois, qui paraît d'une telle évidence, de vouloir dire ça va, tout va bien en fait, tout va bien. Et donc ces VSCD, dans leur immense majorité, c'est vraiment, je pense, un signe de nos enfants, nos parents, nos conjoints qui passent de l'autre côté, qui ont envie de nous dire je vais bien, la mort n'existe pas, ça va super bien. Et encore une fois, cette expérience, elle est extrêmement répandue. Je pense que si tu tu questionnais tes auditeurs en leur dit qui d'entre vous avec une expérience là, tu serais submergé de messages parce que voilà, ces expériences sont extrêmement fréquentes et elles sont une ressource. Je voulais en venir là en fait. Elles sont une ressource incroyable. Elles résolvent pas
la douleur de la séparation, ça ne va pas remplacer l'absence d'un conjoint, d'un enfant ou d'un parent, mais elles ouvrent quelque chose dans... Elles ne changent pas les croyances, mais elles ouvrent sur cette possibilité que finalement, la fin n'est peut-être pas la fin, et que le lien, qui est peut-être la chose la plus douloureuse de se dire que ce lien est rompu définitivement au moment de la mort, ce lien finalement n'est pas complètement rompu. Il y a quelque chose qui perdure, la personne elle est plus là, elle est plus physiquement présente, on ne peut plus la toucher, la sentir, mais le lien n'est pas mort et ne sera en fait jamais mort. C'est ce que ces signes semblent indiquer. Et tous ces phénomènes extraordinaires, les VSCD et autres, peuvent être des ressources dès lors qu'on s'y intéresse et qu'on s'ouvre à ça avec intelligence. Et j'ai rencontré, moi, beaucoup de praticiens, de psychologues, de psychiatres, curieux, ouverts à ces phénomènes-là, et qui s'aperçoivent combien, plutôt que d'être un signe de psychopathologie, peuvent être au contraire un signe de bien-être. Tu sais, souvent on dit, et moi-même d'ailleurs je me le disais au début, en tant que journaliste, si quelqu'un me raconte avoir vu une soucoupe volante, si quelqu'un me raconte avoir vu un fantôme, c'est qu'il y a un truc qui débloque. Euh, Sous-entendu, il est fou, ou enfin, il doit y avoir une raison comme ça. Et en fait, en rencontrant des psys, et en rencontrant surtout des témoins, je me suis aperçu que c'était exactement l'inverse en fait. Là, j'ai rencontré une immense majorité de témoins qui sont les premiers à se dire en fait ce que je vous raconte a l'air complètement fou, mais moi-même je ne comprends pas, mais j'ai vécu ça. Or, on dit souvent le fou, il est fou parce qu'il ne sait pas qu'il est fou. Oui. C'est comme ça qu'on peut qualifier quelqu'un Il n'y a qui est pas de fou. remise en question sur ce qu'il a vu, entendu, Voilà. ressenti. Il te dit des choses délirantes, C'est il ça. veut absolument te convaincre qu'il a raison, il n'a aucun recul, alors que les personnes qui ont vécu ce type d'expérience, qu'il s'agisse de la vision d'un défunt, d'un ovni ou autre, ont dit, bah, effectivement, ça a l'air complètement fou, mais voilà, moi, je l'ai senti, je l'ai vécu. Et je pense que pour répondre à ta question, j'étais un peu long, je pense qu'effectivement, dans les années à venir, si on aborde ces expériences-là par le prisme de ce qu'elles peuvent nous apporter en tant que ressources, à travers ce regard des psys ouverts et familiers de ces phénomènes, on peut évoluer d'une façon extrêmement positive. Et s'apercevoir qu'effectivement, cette dimension spirituelle qui nous constitue n'est pas simplement l'objet d'une croyance ou d'un truc un peu exotique, mais peut devenir une ressource au quotidien. Parce que cette source dont tu parlais, là, qu'évoquent Oui, oui, oui. les gens, les personnes atteintes d'autistes, cette source, elle est là, elle est Mhm. là. C'est notre âme, cette source. C'est la porte à l'entièreté de la réalité du monde, à cette harmonie, à cette paix, à cette beauté qui existe à un niveau plus profond de la réalité. Elle est là, la source, elle est en nous. Elle n'est pas à chercher ailleurs, au fin fond de la forêt amazonienne ou je ne sais où. Elle est là. Ça s'appelle notre âme et notre conscience fondamentale. Et, et si on se connectait un peu plus souvent, mais le monde serait tellement différent. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de dire frustrant, mais ce que je remarque, c'est que soit on a des personnes qui sont totalement sceptiques, qui n'y croient pas du tout, mais qui ont surtout aussi une certaine méchanceté par rapport à ce type de croyance-là, comme si c'était quelque chose de mal, comme si le fait de croire en la vie après la mort, comme si le fait de croire qu'il n'y a pas une fin en soi, était quelque chose de négatif. Et souvent, je vois à travers les commentaires, puisque moi, j'y crois très très fort, et ce sont mes propres croyances, et pourtant, dans le discours que j'ai à travers mes différentes plateformes, j'explique toujours que chacun est libre de croire en ce qui l'anime à partir du moment où il ne fait de tort à personne d'autre, qui ne fait pas de tort à lui-même non plus, et qu'il n'y a pas de vérité absolue, il y a que les vérités que nous, on s'octroie à nous-mêmes et qui nous font du bien. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de négativité autour de cet univers. Est-ce que c'est la peur, mais la peur de quoi? Est-ce que c'est la peur de la souffrance? Est-ce que c'est la peur de perdre ce qu'ils ont dans leur vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que l'humain, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que notre cerveau a, a tellement mis la mort dans quelque chose d'aussi négatif, d'aussi sombre, d'aussi noir, et qu'aujourd'hui, quand on en parle comme ça de manière ouverte, oui, soit on se fait passer pour des fous furieux qui racontent n'importe quoi. Alors ça, j'ai parfois un peu l'impression aussi que c'est notre ego surdimensionné qui se croit au-dessus de tout et qui se pense unique et seul, et qu'il n'y a pas d'énergie, qu'il n'y a pas de vibration. Et ça, c'est, je pense, l'ego humain qui parle. Mais d'où vient cette animosité par rapport à ce sujet? En psychologie, tu as un phénomène bien connu qui s'appelle la dissonance cognitive, qui est un mécanisme dont on fait tous l'expérience,
qui nous incitent, même devant des faits avérés, heu, extrêmement bien démontrés, mais qui vont remettre en question nos croyances inconscientes, on va être dans le refus. C'est-à-dire qu'on peut te présenter toutes les preuves, tous les éléments qui vont attester que quelque chose qui t'est raconté est vrai, mais si ce quelque chose qui t'est raconté vient contredire tes propres croyances et tes propres présupposés intérieurs, tu vas être dans un refus inconscient sans même t'en apercevoir. C'est pas un défaut d'intelligence, la dissonance cognitive. Tu peux avoir des gens extrêmement intelligents qui seraient en capacité d'examiner toutes les preuves que tu leur présentes, mais qui, de par cette dissonance cognitive, vont être non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et si tu arrives à les coincer en leur disant, mais vous vous rendez compte que cette attitude n'est pas rationnelle. Si tu réussis à dépasser un petit peu parce que c'est des gens que tu connais bien, avec qui tu vas avoir Mmh. confiance, qui vont te faire confiance, là tu vas pouvoir débloquer ce mécanisme de dissonance. Mais sinon, c'est des gens qui ne connaissent pas, ils vont avoir toutes les raisons de se dire non, non, mais ces preuves que tu me présentes, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, t'as triché, etc., etc. Et là, ils se construisent un système sans s'apercevoir que ce système est complètement irrationnel, simplement parce que c'est un mécanisme psychologique fonctionnel. Mais le cerveau, il est fait comme ça. Notre cerveau, il est fait pour traiter euh, à partir d'une base de données inconsciente tous les nouveaux éléments qui lui parviennent. Sauf que quand des nouveaux éléments lui parviennent qui viennent bousculer un petit peu tous ces schémas qu'il a déjà en tête, ça crée du bazar, ça crée de la lutte, ça crée de la résistance. Et du coup, ça bloque. Et là, les personnes les plus, voilà, les plus intelligentes, les plus en capacité d'avoir un esprit d'analyse, vont être dans une espèce de résistance presque, je dirais même pas infantile, parce qu'à la limite, les enfants sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'eux, Oui. mais dans une résistance complètement bornée et absurde. Mais moi, j'ai tendance à croire que même cette posture, elle est quand même assez réduite, je pense, aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que si tu prends 100 personnes à qui tu parles de ces phénomènes, tu vas en avoir 10 qui vont adhérer sans poser de questions, qui vont dire oui, j'y crois à fond, je suis là-dessus. Tu vas en avoir 20 qui vont dire non, je ne veux pas entendre parler, ces personnes complètement bornées dont tu me parles, qui sont en pleine dissonance cognitive, mais que tu vas en avoir quand même 70 au milieu qui, si tu apportes quelques éléments, si montres que tu es sérieuse dans ton approche, vont être assez rapidement convaincus. Je pense que c'est la peur tu Mmh. évoques à beaucoup à voir. Et la mort, c'est peut-être quand même le sujet ultime qui fait le plus peur. La mort, c'est l'effacement de notre ego, c'est l'effacement de de cette chose qu'on adore absolument, qui est nous-mêmes en fait. Donc concevoir la mort de nous-mêmes, c'est pas possible parce que c'est tout le monde peut mourir autour de nous, on s'en fout, mais nous, mourir, c'est pas possible, on peut pas s'effacer, on peut pas arrêter d'être. Donc le cerveau a en plus de ça une volonté très forte de lutter contre cette idée. Donc la peur joue à ça. Euh, Il y a aussi j'ai vu souvent des prétextes de dire si quelqu'un me raconte une histoire un peu folle, elle est en train de délirer, il ne faut pas que je l'encourage dans son délire. Donc la réaction un peu violente de dire mais arrête de raconter ces histoires de fantômes, arrête de raconter ces trucs, arrête d'y croire, ça peut être une espèce de désir de protection parce qu'on a l'impression que si on alimente le délire entre guillemets de la personne qui nous raconte ça, on va accroître sa souffrance et son malaise. Ça, les psychiatres que je suis allé interroger te disent, ben non, c'est l'inverse en fait, c'est l'inverse. Ça n'alimente pas le délire d'une personne qui a vécu, je sais pas, une expérience de contact avec son fils qui est mort 15 jours plus tôt. Ça n'alimente pas son délire de lui faire parler de son expérience. Au contraire, lui faire parler de son expérience va permettre de la sortir d'elle, d'envisager ce qui a pu se passer d'une autre manière. Ça permet de lui faire prendre conscience aussi que son expérience n'est pas forcément unique, mais que plein d'autres gens ont vécu la même expérience. Et en aucun cas, ça n'entretient le délire. C'est le silence qui entretient le délire et l'isolement. C'est le cloisonnement, c'est la peur, le refus de dialoguer qui entretiennent voilà, des choses délétères pour notre santé. J'ai beaucoup de personnes surtout bah, même dans mes amis et tout ça, qui ont vraiment envie d'y croire. Ils disent: «Moi, je rêve de voir quelque chose, je rêve d'avoir un phénomène inexplicable qui m'arrive, d'avoir une expérience, avec une énergie, une entité, peu importe comment on l'appelle, et j'ai jamais rien eu et je parviens pas à voir quoi que ce soit». Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour s'ouvrir à ça et capter peut-être justement, ce genre de phénomène. Surtout quand on a envie d'y croire, qu'on a envie que ça se passe et qu'on est là: «Mais allez, j'attends qu'une seule chose, c'est que ça vienne, que ça arrive à moi et que je vive ce genre d'événement» et on n'y parvient pas. Comment est-ce qu'on l'explique?
qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui te dit, «Oh là, j'ai super envie de parler chinois, j'adorerais parler chinois, c'est vraiment bien de parler chinois, mais j'y arrive pas». D'étudier, Tu lui d'apprendre. demandes: «Bah, qu'est-ce que tu fais?» «Bah, je fais rien, mais ça vient pas». C'est aussi bête que ça, en Mmh. fait. Comme je te l'ai expliqué à plusieurs reprises, notre cerveau, il a façonné une structure mentale, une structure cognitive qui nous permet d'interagir avec l'extérieur. Il est câblé pour nous couper de ces expériences extraordinaires, il est câblé pour nous couper de nos dimensions fondamentales de la conscience. Donc si on ne met pas en place quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage pour changer un petit peu son activité, bah on ne va pas être plus intuitif comme ça. Alors certaines personnes reçoivent parfois de naissance en général des capacités plus accrues que certaines autres, ça donne des médiums, etc. Mais la plupart d'entre nous, il faut qu'on développe ça. Moi, j'ai essayé plein de techniques différentes, certaines très dures, très brutales, qui ont impliqué des voyages et des déplacements, notamment en Amazonie, pour m'initier au chamanisme. Mais tu as des techniques beaucoup plus simples qui sont accessibles là, maintenant, comme la méditation, par exemple. Quand on étudie les recherches en neurosciences sur les effets de la méditation sur le cerveau et les effets de la prise de psychédéliques, par exemple, sur le cerveau, on s'aperçoit que ça affecte les mêmes zones. Sauf que le psychédélique va altérer cette zone cérébrale qui permet une plus grande ouverture au monde invisible, mais pendant 4-5 heures, et après tu reviens au point zéro. Tandis que la méditation, elle, va altérer le cerveau de façon plus modeste, mais de façon plus pérenne et durable. Pour peu que tu t'adonnes à la méditation avec régularité et discipline, c'est-à-dire tous les jours, pas forcément 2 heures, hein, tu peux faire ça juste 15 minutes par jour, si tu t'adonnes à la méditation, 15 minutes par jour, en 3-4 semaines, on voit déjà des modifications dans l'activité cérébrale qui vont être pérennes le temps que tu pratiques. Et moi qui ai essayé beaucoup, beaucoup de choses, même des choses parfois extrêmement radicales au fin fond de l'Amazonie, aujourd'hui, en méditation, que je pratique avec rigueur et régularité tout le temps, tous les jours, je vis des expériences de très, très grande force, de connaissance, de contact, pas de communication avec l'au-delà, mais comme si tout d'un coup le monde invisible devenait un peu plus perceptible euh, par des expériences de présence, des expériences de pensée, de connaissance qui arrivent. C'est de l'ordre de ces expériences extraordinaires que tu évoques. Il faut créer l'espace pour ça. Mmh. Et en général, les personnes qui te disent ça, quand tu leur dis mais qu'est-ce que vous faites, ils disent bah j'attends, je fais rien en fait. Et est-ce qu'à un moment dans la journée, tu prends le temps peut-être de simplement t'asseoir pour laisser ton esprit au repos? Et quand tu demandes à ces gens-là de réfléchir, tu t'aperçois que bah, en fait non, ils le font jamais. Tu es sans cesse sur ton téléphone, dès que tu n'es plus sur ton téléphone, tu fais autre chose, tu passes d'une activité à une autre, ton cerveau il est en sollicitation permanente. Comment veux-tu que l'intuition émerge dans un cerveau qui est sollicité H24? Mettez-vous à la méditation, c'est ce qu'il y a de plus facile, qui coûte rien et il n'y a aucun objectif à attendre. Il faut juste être régulier et constant en fait. Incroyable. Alors je ne dis pas qu'on va commencer à voir apparaître Non, non, bien des sûr, fantômes, non. etc. Mais ça va rendre peut-être, toi qui visites beaucoup d'endroits dans lesquels il Mmh. se passe des choses, je pense que euh, euh, les pratiques que tu fais permettent d'avoir une sensibilité peut-être un peu plus accrue. Bien sûr. Et quand tu es dans ces endroits-là, tu vas sentir des choses qu'une personne qui, elle, ne fera rien du tout, ne sentira pas forcément. Non pas parce que tu as des dons, tu es magicienne au coin, mais parce que tu as Développer. pris le temps de Ouais, c'est ça. développer quelque chose de l'ordre de cette sensibilité. Moi, j'ai vraiment vu un avant-après, une fois que j'ai commencé à pratiquer l'inner dance, que je t'expliquais hors caméra. J'ai vraiment vu un avant-après des moments où j'allais en enquête et où je me plongeais vraiment voilà, dans le fait d'essayer de trouver des réponses, de rentrer en communication. J'avais des phénomènes physiques que je n'avais pas avant, qui arrivaient vraiment suite à ça, parce que j'avais justement été développer, ouvrir des petites portes dans ma tête et dans mon cerveau. Et tu parlais notamment de cet état bien spécifique dans le sommeil. Eh bien, l'inner dance te permet de retrouver cet état-là et donc de partir dans ces états de conscience modifiés. Mhm. Et ça, on le voit plus on le pratique. Alors c'est pas du tout quelque chose qu'on va faire tous les jours, parce que c'est quand même assez, c'est assez remuant comme pratique. Mais si on le fait de temps en temps quand on en ressent le besoin, ben moi je vois à chaque fois comme un espèce de reset, et je suis de nouveau, mon intuition est de nouveau beaucoup plus élevée, ou mon taux vibratoire va être plus élevé. Je vais attirer des choses super positives parce que je vibre à la même hauteur que certaines autres personnes. Et je vois vraiment comme ça une différence
à bien des égards dans le quotidien, avec des changements assez tangibles et assez fous, quoi. Parce que tu as ouvert la porte. Voilà. Ouais. Donc ouvrez la porte. Eh bien, Stéphane, c'était, formidable, cet entretien, avec toi. J'ai adoré. Je pense que, beh, vous aussi, vous êtes sans doute aussi, émerveillés, que moi. Je trouvais ça très intéressant que tu disais que si on leur posait la question à savoir s'ils ont vécu des choses ou s'ils ont, des anecdotes à nous partager, bah, n'hésitez vraiment pas à le faire en commentaire. Je serais ravie de venir voir, tout ce que vous avez, à nous dire. Stéphane Alix, mille merci. Ben, merci à toi, c'était Ton chouette. livre est sorti en format de poche. Ouais, Moi, je l'avais, en grand format, mais il est sorti aussi en format de poche. il vient de sortir en poche, ouais. Donc, vous n'hésitez pas. Je vous mets bien évidemment toutes les informations de Stéphane dans la description de cette vidéo. Est-ce que tu as, une actu à nous partager? Tu fais aussi des conférences? Est-ce qu'on peut te retrouver, prochainement, quelque Bah, part? Est-ce que tu as envie de partager des choses? je suis en écriture pour l'instant. OK, Je un grand je travail. suis reparti en écriture parce que voilà, le livre est pour moi un espace vraiment idéal pour partager la complexité, la subtilité de certains phénomènes qui nous intéressent tous les deux. Et voilà, donc je passe beaucoup de temps en Inde depuis 2 ans. La spiritualité indienne, l'hindouisme, qui nous vient en ligne directe depuis plusieurs millénaires des Védas, est quelque chose d'assez fascinant. Et tu trouves dans ces traditions spirituelles des choses qui résonnent beaucoup avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Certains physiciens notamment ont été complètement stupéfaits de voir des descriptions de choses qu'ils découvraient eux en physique quantique dans des textes qui sont des Védas, donc qui datent de plusieurs millénaires en arrière. Donc voilà, j'écris autour de ça et c'est assez fascinant. Voilà. Et donc ça, on pourra, retrouver Bon, pas tout de ce suite. nouveau bébé, Pas tout de suite. d'ici un an, Normalement un peu plus d'1 an, un ouais. peu plus d'un an. OK, très bien. Eh ben, on a hâte. Mille merci. Nous, on se retrouve très vite, bien évidemment, pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.